Bien, bonsoir pour ce nouveau Facebook Live en direct de l'Institut Curie dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut Curie, le réseau de recherche collaborative Sentinelle et l'Université Paris-Descartes. Alors, ce soir, on a la chance de recevoir une diététicienne nutritionniste ou nutritionniste diététicienne. Les titres sont pas simples. Diététicienne nutritionniste. Donc, Carole Kalogiropoulos qui est diététicienne nutritionniste à l'Institut Curie. Donc vous êtes bienvenus pour poser plein de questions. On a 55 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. C'est un sujet compliqué, la nutrition et le cancer. C'est un sujet d'autant plus compliqué que ça inquiète beaucoup de monde. Posez vos questions, on répondra pas forcément à toutes les questions, mais on essaiera en tout cas de vous apporter les éléments de réponse ou en tout cas de vous orienter vers les différents documents qui peuvent vous permettre de vous le cultiver plus sur ce sujet. Donc bonsoir Carole, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un peu qui t'es, quel parcours tu as et qu'est-ce que tu fais à l'Institut Curie et en cancérologie en général? D'accord, bonjour, je suis Carole Kalogiropoulos, je suis diététicienne nutritionniste donc à l'Institut Curie. Je m'occupe je suis diététicienne en fait au programme Actif, qui est un programme d'éducation thérapeutique nutritionnelle pour les femmes qui ont eu un cancer du sein localisé. Je m'occupe également de conférences de sensibilisation au niveau de la nutrition pendant et après cancer pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc je suis spécialisée en cancérologie, j'ai travaillé en cancérologie et puis je suis formée à l'éducation thérapeutique du patient. Donc voilà, la nutrition en effet, cancer, c'est un sujet assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les médias. Il y a beaucoup de choses vraies, fausses, où on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des recommandations. Il faut bien définir certaines choses, c'est-à-dire qu'il existe en fait la prévention primaire. La prévention primaire nutritionnelle, c'est ce qu'on fait en fait au niveau de la nutrition pour éventuellement prévenir ou limiter le risque en fait ou protéger par rapport à l'apparition du cancer. Il y a les préventions secondaires, c'est ce qu'on fait quand on est pendant les traitements pour limiter les effets secondaires, et la prévention tertiaire en fait qui est une fois qu'on a fini les traitements actifs, c'est-à-dire chirurgie, chimio, radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait pour limiter le risque de second cancer ou de récidive. Donc c'est à savoir que le cancer est une maladie très complexe. Il n'y a pas que les facteurs nutritionnels, c'est une question de prévention, c'est-à-dire que ça ne va pas non plus empêcher, si on fait quelque chose, empêcher l'apparition d'eux. Par contre, il existe bien évidemment des conseils, des recommandations globales. Il en existe 10. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite ou on va les voir au fur et à mesure, dire les 10 recommandations qui existent. Ouais, écoute, on peut peut-être commencer par ça. Tu peux énumérer très brièvement ces 10, puisqu'il n'y en a que 10. Donc soit elles sont très courtes, soit c'est des phrases trop longues et puis on coupera. C'est assez court et puis après, au fur et à mesure, on pourra en fait détailler toutes ces recommandations. Donc très brièvement, savoir que c'est les recommandations pour la prévention primaire. Donc il y a beaucoup d'études pour la prévention primaire. Donc il y a là un grand nombre de preuves par rapport à la prévention primaire. Pour la prévention tertiaire, il y a très peu d'études, mais il est recommandé de mettre en place les recommandations de prévention primaire qui sont donc de maintenir un poids souhaitable. On va détailler plus tard ce que ça veut dire ça. D'être physiquement actif, d'avoir une consommation d'alimentation riche en fibres, donc les fruits et légumes, les céréales complètes, les légumes secs, de limiter la consommation de fast-food et d'aliments transformés riches en sucre, en matière grasse et en amidon ajouté, de limiter la consommation de boissons sucrées, limiter la consommation d'alcool, de limiter la consommation de viande rouge à moins de 500 grammes par semaine. On définira ce que c'est la viande rouge tout à l'heure. Limiter la consommation de charcuterie à moins de 150 grammes par semaine. Pour les femmes, d'allaiter si possible son enfant.
limiter, ne pas avoir recours aux compléments alimentaires, sauf si carence avérée par le médecin. Et puis pour la deuxième recommandation, c'est pour la prévention pour les personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer, suivre si possible ces recommandations-là. Voilà. Alors, nous avons la chance en direct de l'Institut Curie d'avoir Madame Carole Calogéropoulos, qui est diététicienne nutritionniste à l'Institut Curie, qui vient de vous énumérer les 10 recommandations générales concernant l'alimentation et le cancer. Où je vais poser une question, parce que là on voit que il y a un certain nombre de personnes qui viennent assister au Facebook Live. Pour l'instant, on a peu de questions en direct. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est important. Ce Facebook Live, il n'est pas là pour qu'on vous récite des choses, il fait pour qu'on interagisse avec vous. Donc posez-nous des questions. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces 10 informations? Voilà, alors vous avez en français au fait l'Institut National du Cancer, donc les sites vont être mis. Vous avez le réseau NACRE, qui est aussi un réseau de recherche pour le cancer. Et ces recommandations sont en anglais au fait au WCRF, c'est le World Cancer Research Fund, où vous avez également aussi le Centre international de recherche contre le cancer, CIRC. Voilà, toutes ces infos sont là, sont des publications en fait. Il y a un panel d'experts au fait qui étudie toutes les données disponibles actuellement avec un panel d'experts de façon collégiale, avec une méthodologie très rigoureuse. Ils voient au fait qu'il y ait suffisamment d'études de qualité et des mécanismes biologiques possibles. Et une fois qu'il y a des niveaux de preuve au fait suffisants, ils appellent ça des niveaux de preuve qui atteignent des preuves probables ou convaincantes, ils émettent des recommandations. Quand les niveaux de preuves sont suggérés ou limités ou non concluants, ils attendent de nouvelles études pour pouvoir avoir plus de preuves pour dire que si un facteur est à risque ou un facteur est protecteur. Alors, on va répondre aux questions de Camille et de Émilie. Bonsoir Camille et bonsoir Émilie. Ces deux dames ont été malheureusement confrontées à un cancer du sein un peu identique, le cancer du sein triple négatif. Oui. Et l'une pose une question très générale qui est: est-ce que l'alimentation joue réellement est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à faire dans l'arrivée d'un cancer? Alors je pense qu'on va pas répondre spécifiquement pour le cancer du sein triple négatif, mais les cancers du sein en général. Et la question beaucoup plus précise d'Émilie qui nous dit Émilie, elle a fixé sur l'asparagine. L'asparagine, apparemment, ça l'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale ou au contraire de manière extrêmement précise? Parce que finalement, dans nos consultes, on est confronté de temps en temps à ça. Est-ce que l'alimentation, c'est mauvais? Et puis de temps en temps, il y a une patiente qui vient avec l'asparagine. Et puis l'asparagine, depuis la fac de médecine, à savoir il y a longtemps pour moi, je ne sais plus où ça joue. Alors, il y avait, l'asparagine, en fait, c'est peu d'études au fait. Donc, à chaque fois, au fait, quand vous avez une étude qui suggère quelque chose, que ça soit pro ou anti, cancer, ça ne fait pas un effet de preuve, surtout si c'est sur un modèle animal ou cellulaire. Ça ne constitue pas un effet de preuve. Donc, c'est par rapport aux asperges. Donc, on peut consommer des asperges, bien évidemment.